Oui, bonjour à tous, bonjour amis auditeurs, auditrices, bonjour à toute l'équipe de RTA. Je suis très contente de me retrouver avec vous ce matin pour ce moment de santé. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis naturopathe éducatrice de santé et donc j'ai une spécialisation en aromathérapie et phytothérapie. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'air et la respiration. Je vais déjà commencer par une citation d'Ellen White qui se trouve dans le ministère de la guérison. La pensée que notre corps doit être le temple de Dieu, une habitation où sa gloire se révèle, devrait nous pousser à prendre soin de nos forces physiques et à les développer. Le Créateur a fait de notre corps un chef-d'œuvre. Il faut en étudier la structure, en comprendre les besoins et le préserver de toute attente du mal. Ça se trouve dans le ministère de la guérison. Ensuite, une autre citation qui se trouve dans Conseil à l'économe, chapitre 2, notre généreux bienfaiteur. Il nous est dit que nous lui devons la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, les vêtements que nous portons, l'air que nous respirons. Sans une intervention spéciale de la Providence, l'air serait empesté et pollué. Il est un bienfaiteur et un protecteur généreux. Amen. Pour jouir d'une bonne santé, il faut avoir le sang pur. Lorsqu'il contient les éléments nutritifs voulus et qu'il est purifié et vivifié par l'oxygène, il porte partout la vigueur et la vie. Il répare et nourrit l'organisme. Plus parfaite est la circulation, mieux s'accomplit ce travail. Ça, on le trouve dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 108. Donc, une dernière citation. Dans le ministère de la guérison, chapitre hygiène générale. Pour avoir un sang pur, il faut respirer convenablement. Des inspirations profondes au grand air apportent aux poumons l'oxygène qui purifie le liquide nourricier. Celui-ci prend dès lors une teinte rouge vif et va porter la vie dans toutes les parties du corps. Une bonne respiration calme les nerfs, stimule l'appétit, facilite la digestion et assure un sommeil paisible et réparateur. Les poumons, rejetant constamment des impuretés, doivent être pourvus d'air pur en abondance. Viciés, ils n'apportent pas une quantité suffisante d'oxygène et le sang passe dans le cerveau et les autres organes sans être vivifiés, d'où la nécessité d'une ventilation parfaite. Avec ces différentes citations d'Ellen White, la servante du Seigneur, on voit en fait l'importance de respirer un air pur pour notre santé. Et on voit aussi que les scientifiques, les médecins, l'OMS, etc., ils se rendent compte en fait de l'importance justement d'un air pur pour la santé. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Donc après ces citations d'Ellen White, bien sûr inspirées par Dieu, nous remarquons de nos jours que la respiration demeure pourtant le parent pauvre de la santé, alors qu'elle s'avère même plus importante que l'alimentation. C'est le processus qui se traduit en toutes circonstances, consciemment ou non, pour nous apporter l'indispensable oxygène. Mais nos modes de vie viennent parasiter ce phénomène jusqu'à l'apparition de symptômes, voire même des maladies respiratoires. Les mouvements des muscles respiratoires se produisent de façon involontaire et autonome. Donc ça se fait tout seul, nous sommes d'accord. Inspiration et expiration sont les deux phases dynamiques de la ventilation nécessaire à la vie. Les échanges gazeux assurent l'arrivée de l'oxygène dans nos poumons et le rejet du gaz carbonique dans l'air ambiant. Pour ce faire, l'appareil respiratoire est composé d'une suite
d'éléments anatomiques dédiés au mouvement de l'air, accompagnés et traités par une muqueuse spécifique qui tapisse la sphère ORL puis bronchique. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur tous ces mécanismes parce que c'est très technique. En plus, vous n'avez pas les images sous les yeux, donc ça ne va pas vous parler. Donc, je ne vais pas entrer dans toutes ces précisions, en fait, de l'anatomie. Juste une information, quand même. Les poumons reposent sur un muscle plat appelé le diaphragme et sont protégés par la cage thoracique. Donc, les poumons sont protégés par la cage thoracique. Lorsque le diaphragme se contracte, il provoque l'inspiration de l'air dans l'appareil respiratoire. Et lorsqu'il se relâche, l'air est expiré du système respiratoire. Le fameux point de côté. Beaucoup ont déjà eu ça, hein, les points de côté. Pour information, ça provient souvent d'une contracture du muscle diaphragmatique. Pour votre information, le point de côté provient souvent d'une contracture du muscle diaphragmatique. Nous allons continuer. La respiration se renouvelle en moyenne 16 fois par minute, soit plus de 23 000 fois quotidiennement. Ainsi, un adulte respire près de 12 000 litres d'air par jour, environ 12 mètres cubes. C'est énorme, hein? Je vais reprendre. Hein? Un adulte respire près de 12 000 litres d'air par jour, soit environ 12 mètres cubes. L'air pour la respiration est très, très importante. Au cours de sa vie, on aura donc respiré à 80 ans, donc quelqu'un qui aura 80 ans, plus de 350 millions de litres d'air en moyenne. L'équivalent de près de 140 ballons de montgolfière. Vous avez déjà vu hein, les ballons de montgolfière. Alors imaginez quand vous aurez 80 ans, c'est comme si que vous aurez respiré l'équivalent de 140 ballons de montgolfière. Waouh! Bien entendu, des différences existent entre les individus, comme avec les coureurs de fond qui, en pleine course, peuvent absorber jusqu'à 10 fois plus de volume d'air que quelqu'un au repos, bien sûr. La pollution atmosphérique, il faut savoir que c'est 48 000 décès prématurés par an dans notre hexagone et un pléthore de maladies comme l'allergie, l'asthme, les troubles cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, des pathologies bronchopulmonaires chroniques et divers cancers. On estime également jusqu'à 27 mois l'espérance de vie perdue pour une personne de 30 ans dans les zones les plus exposées. Les effets sont plus importants en grande agglomération, mais les villes de petite taille, de petite et moyenne taille aussi sont concernées. La pollution touche évidemment plutôt les zones urbanisées par la concentration importante de la densité humaine et les activités bien sûr en rapport. Parce que plus il y a du monde, plus il va y avoir de la pollution, des activités, des usines, etc. Tout ça va contribuer justement à cette pollution. Les polluants aéroportés peuvent être de différentes natures. Ils peuvent être chimiques, comme l'ozone, le dioxyde et les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les métaux et certains composés organiques volatiles, comme le butane, l'éthanol, les hydrocarbures présents dans le charbon, le pétrole ou provenant de la combustion des carburants ou du bois. Ça peut être aussi physique, comme les particules fines et les poussières faites d'une myriade de composants chimiques. Ça peut être biologique aussi, comme les virus, les bactéries, les pollens, les moisissures. Une minorité de ces polluants sont d'origine naturelle et une majorité proviennent des activités humaines, notamment industrielles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Depuis 2013, les particules de l'air extérieur sont classées comme cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer qu'on appelle la CIRC. La toxicité de ces particules est liée à leur composition et leur taille, bien entendu. Plus les particules sont fines,
plus elles sont capables de pénétrer profondément dans l'organisme et de passer par la circulation sanguine vers d'autres organes. Il faut savoir qu'il existe des interactions entre certains polluants chimiques de l'air et le pollen qui favorisent la réaction allergique en abaissant le seuil de réactivité bronchique ou en irritant les muqueuses des yeux, des fosses nasales. D'autres mécanismes ont été mis en évidence, comme une déformation des grains de pollen leur permettant de pénétrer plus profondément dans le système respiratoire. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les polluants aéroportés, notre muqueuse respiratoire est aux premières loges et subit les assauts répétés de ces agresseurs. Il en résulte une réaction inflammatoire aiguë qui peut devenir chronique si l'exposition aux toxiques se prolonge avec production locale de mucus pour protéger la muqueuse et se débarrasser d'un intrus. Une muqueuse inflammatoire est par nature très perméable et devient la porte d'entrée de protéines immunogènes, c'est-à-dire d'actifs venant perturber le système immunitaire jusqu'à l'allergie ou l'apparition d'une pathologie auto-immune. Alors, j'ai fait circuler la semaine dernière une vidéo où je parle justement de l'allergie, j'explique le fonctionnement de l'allergie. Normalement, cette vidéo, elle est passée sur le groupe RTA. Si ce n'est pas fait, Michael va le poster sur le groupe. Ça va vous permettre de comprendre un peu le phénomène de l'allergie. Mais aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Donc, nous allons continuer. Nous savons que l'inflammation chronique est une base reconnue des processus de cancérisation. Donc, faisons attention à cela. Tout ce qui est inflammation, il ne faudrait pas que ça devienne une inflammation chronique parce que ça peut aboutir à un cancer. Ça, nous le savons. Retenons surtout que la pollution intérieure est pour la majorité d'entre nous nettement supérieure à la pollution extérieure, car nous passons 70 à 90% de notre temps dans les espaces clos, comme notre habitation, le lieu de travail, de loisirs, notre voiture, les transports en commun. Et oui, nous sommes le plus souvent dans des espaces fermés. Et donc, ça aussi, on voit qu'il y a un grand rôle aussi de pollution aussi à ce niveau-là. Cette pollution intérieure présente des polluants spécifiques dépendant des matériaux présents et des technologies utilisées, bien entendu. Mais aussi, nous pouvons rajouter à cela que la sédentarité, la surcharge pondérale et la station assise prolongée sont autant de situations limitant et atrophiant à terme les amplitudes ventilatoires rencontrées dans un mode de vie occidentalisé. Pire, le stress chronique, marque de fabrique de nos sociétés modernes, place le commun des mortels en hyperventilation superficielle par une stimulation excessive du système nerveux autonome. Vous l'avez compris, entre l'omniprésence de la pollution atmosphérique, la réduction de notre capacité respiratoire et le stress, l'oxygénation de notre organisme s'en trouve très souvent altérée. Et oui. À plus long terme, même à de faibles niveaux de concentration, une exposition sur plusieurs années à la pollution atmosphérique peut induire des effets sanitaires bien plus importants qu'à court terme. De nombreuses études montrent un rôle de la pollution atmosphérique sur la perte d'espérance de vie et la mortalité, mais également sur le développement de maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et du cancer du poumon. Donc ça, je l'avais déjà dit, je le répète encore. En effet, par une toxicité directe sur les cellules pouvant entraîner des altérations génétiques, par une action indirecte via une réaction inflammatoire et un stress oxydatif, et par un affaiblissement des mécanismes de défense de l'organisme, les polluants peuvent induire différentes choses. Par exemple, au niveau cardiovasculaire, une réduction de la variabilité du rythme cardiaque, une augmentation de la pression artérielle et de la coagulabilité sanguine et une progression de l'athérosclérose conduisant au développement de maladies coronariennes. Donc ça, c'est important à savoir. Et peut avoir aussi des accidents vasculaires cérébraux.
Donc voilà ce que ces polluants peuvent causer au niveau vasculaire, cardiovasculaire. Maintenant, au niveau respiratoire, il peut y avoir une réduction de la capacité respiratoire, une augmentation de la réactivité bronchique, une croissance cellulaire anormale pouvant conduire au développement d'une bronchopneumopathie, de l'asthme aussi, d'infections respiratoires et dans certains cas même un cancer du poumon. De nouvelles études montrent aussi un rôle de la pollution de l'air également sur les troubles de la reproduction, les troubles du développement de l'enfant et les affections neurologiques et le diabète de type 2. On n'aurait jamais pensé à ça, mais la qualité de l'air aussi joue un rôle sur le diabète de type 2. C'est une information de plus que je vous apporte. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Lorsqu'on entend tout ça, il faut bien réagir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Commençons par dire que changer de lieu de vie peut déjà s'avérer salutaire pour certaines personnes fragiles aux antécédents pulmonaires ou cardiovasculaires. De même, la responsabilité d'élever des enfants dans une atmosphère polluée est une question difficile et rarement posée, à laquelle les parents devraient être confrontés. Mais fort heureusement, il existe des stratégies naturelles pour soutenir, relancer et dynamiser sa fonction respiratoire en dehors du déménagement. Parce que c'est vrai, c'est pas tout le monde qui peut déménager. Ça, je peux le comprendre. Par contre, pour des personnes qui sont fragiles, qui ont vraiment une pathologie au niveau respiratoire, ça peut être salutaire pour eux de déménager, de partir à la campagne. Voilà, ça c'est une parenthèse. Par rapport à ces stratégies naturelles, donc déjà l'activité physique ou une pratique sportive régulière dans un lieu faiblement pollué est fortement recommandée, car l'augmentation de la fréquence et des volumes respiratoires entretient tout l'arbre respiratoire. L'activation des cibles de l'épithélium, ORL et bronchiques, l'augmentation de la production du mucus et l'étirement des sacs alvéolaires, à l'inspiration forcée inhérent à tout effort physique consenti, bien entendu. Donc l'activité physique est très intéressante, mais il faut le faire à un endroit qui n'est pas trop pollué. Pour les mêmes raisons et en dehors de tout effort, il est préconisé également de pratiquer régulièrement des exercices respiratoires contrôlés en fait à certaines fréquences. Il est judicieux de traiter son espace de vie intérieur, c'est-à-dire l'aération de son appartement ou de sa maison 2 à 3 fois par jour diminue considérablement la charge toxique aérienne en suspension, bien entendu. Très important, les amis. Nous devons aérer notre maison 2 à 3 fois par jour pour diminuer la charge toxique qu'il y a dans l'air. L'air de la maison, bien sûr. Donc, il faut aérer. En plus de l'aération, l'assainissement de l'air peut se poursuivre par la diffusion aérienne de principes aromatiques volatiles grâce à des diffuseurs à foie ou en spray. Donc, attention quand vous devez acheter un diffuseur d'huile essentielle. Donc, ça doit être un diffuseur à foie. Toutes les technologies portant à haute température les principes aromatiques sont à proscrire, d'une part car elles dénaturent les propriétés des huiles essentielles et d'autre part car elles libèrent des produits de la combustion potentiellement toxiques et irritants comme le benzène, le formaldéhyde, etc. Donc également, malgré leur agréable fragrance, les bâtons d'encens que certains aiment bien mettre chez eux, le papier d'Arménie, les bougies parfumées et autres systèmes chauffants uniquement destinés à désodoriser une pièce de façon très ponctuelle. Donc, on doit faire aussi attention à ça. Ça doit être ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser tout le temps. Les bougies parfumantes, etc. Ce n'est pas à faire un usage quotidien. Donc, attention à ça. L'aromathérapie apporte aussi un large choix, en fait, pour nous aider. Alors, sa large contribution
quand elle est employée à titre préventif ou curatif pour des atteintes bénignes de la sphère ORL, comme les rhinites, les sinusites, les pharyngites, ou de l'arbre respiratoire inférieur. Donc l'aromathérapie, je reprends, est très intéressant pour pouvoir soigner toutes les pathologies liées à la sphère ORL. Je vous donne juste un exemple d'huile essentielle qu'on peut utiliser, mais c'est pour ceux qui savent utiliser les huiles essentielles, parce que lorsqu'on ne connaît pas, ça peut être dangereux. Il faut se faire conseiller, se faire aider. Donc, comme exemple, je parlerai de l'huile d'eucalyptus radié ou le globulus pour les problèmes respiratoires. Donc, on va conseiller de faire l'inhalation humide, En phytothérapie aussi, il y a quelques plantes aussi. Donc, je vais vous en citer une que j'aime bien, mais il y en a d'autres. Les résines végétales sont des exsudats sécrétés par certains végétaux, essentiellement des conifères. Leurs principes actifs aromatiques sont suffisamment concentrés pour ne pas recourir à leurs huiles essentielles. Donc, vous voyez, elles sont déjà assez puissantes. Les infusions, les inhalations et les baumes à base de ces plantes résineuses sont déjà très actifs sur tout l'arbre respiratoire, des fosses nasales jusqu'aux bronches, en passant par la sinus. Donc, moi, je pense au pin sylvestre, que j'aime bien, qui regorge dans sa résine et dans ses bourgeons d'alpha-pinène. C'est un principe actif, en fait, un principe aromatique, mucolytique, expectorant, anti-inflammatoire, oxygénant et activateur du tapis mucocilié de l'arbre respiratoire. C'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est une plante à avoir chez soi, surtout en hiver. Pour bien protéger vos bronches ou passer un hiver tranquille, vous pouvez par exemple mâcher des bourgeons bien résineux de pin sylvestre ou les préparer en infusion pour augmenter les apports hydriques, facteur de la fluidification des mucosités. Je vais reprendre. Pour bien protéger vos bronches ou passer un hiver tranquille, vous pouvez par exemple mâcher des bourgeons bien résineux de pin sylvestre ou les préparer en infusion pour augmenter les apports hydriques, facteur de fluidification des mucosités. Très important. Il y a aussi une autre plante, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais la mauve, elle est très intéressante parce qu'elle protège la muqueuse respiratoire des polluants. Elle va accélérer leur élimination et apaiser l'inflammation par hydratation locale. Juste un mot pour l'asthme. L'extrait de résine de boswellia réduit le risque de crise d'asthme. Donc, si quelqu'un souhaite avoir plus d'infos sur l'asthme, je l'invite à me contacter en privé pour avoir un traitement naturel adéquat à sa situation. Donc, j'ai donné juste une information dessus, mais pour savoir un peu plus, il faudrait que la personne me contacte en privé. Alors, avec tous ces bons conseils, je vais finir avec une citation encore, parce que j'aime beaucoup les citations d'Ellen White, la servante du Seigneur. Donc, un conseil du livre Rayons de santé, le chapitre La nature, elle nous dit « Combien le calme et la quiétude de la campagne seraient appréciés des malades fatigués de la vie des villes. De l'éblouissante clarté de leur lumière et de l'étourdissement vacarme de leurs rues. Avec quelle joie ils contempleraient les scènes de la nature. Comme ils seraient heureux de s'asseoir en plein air, de jouir du soleil, de respirer le parfum des arbres et des fleurs. Il y a des propriétés vivifiantes dans les émanations des pins, des sapins et d'autres arbres. Vous vous rendez compte depuis quelle année qu'elle a dit ça, que le Seigneur lui a dit ça, et maintenant les chercheurs, les scientifiques ont découvert justement que le pin, justement, est une plante très intéressante pour les problèmes respiratoires. Et il y a même un scientifique qui a fait une découverte, je ne vous en ai pas parlé parce que c'était un peu long, mais ce scientifique, en fait, il a découvert qu'en allant faire des marches en forêt, respirer justement l'odeur de ces pins, ça avait une bonne action sur notre arbre respiratoire. C'est magnifique, mais ça avait déjà été dit depuis avant. Notre Créateur sait toutes choses. Je continue. En cas de maladie chronique, rien ne rétablit mieux la santé et ne procure davantage le bonheur que de vivre au sein d'une nature agréable.
Là, les grands malades peuvent s'asseoir ou rester allongés au soleil ou à l'ombre des arbres. Ils n'ont qu'à lever les yeux pour admirer leur feuillage magnifique. Un doux sentiment de repos et de bien-être les enveloppe lorsqu'ils écoutent les murmures de la brise. Les idées noires se dissipent, les forces reviennent peu à peu, l'esprit s'apaise et le pouls fiévreux devient calme et régulier. Alors ils s'aventurent à faire quelques pas et à cueillir des fleurs, ces magnifiques et précieuses messagères de l'amour de Dieu pour l'humanité souffrante. Autant que possible, les malades devraient rester dehors. Procurez quelques occupations agréables à ceux qui peuvent travailler. Faites-leur comprendre combien cet exercice en plein air est sain. Apprenez-leur à respirer profondément, à remplir leurs poumons d'air pur et exercer leurs muscles abdominaux en parlant et en respirant. Cette habitude sera pour eux d'un très grand secours. L'exercice en plein air doit être prescrit comme une nécessité vitale. Vous vous rendez compte ce que la servante du Seigneur nous dit? L'exercice en plein air doit être prescrit comme une nécessité vitale. Ah oui. Je vous laisse avec ces conseils qui viennent de Dieu. Que le Seigneur nous aide à faire de bons choix dans la vie et à suivre les lois de la santé afin de recevoir toutes les bénédictions qui en découlent. Alors, on n'a pas de temps de questions, mais si toutefois vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à mon adresse qui sera mis sur le groupe WhatsApp. Michael pourra le mettre sur le groupe WhatsApp. Mon adresse mail, c'est guiden971@gmail.com ou par téléphone 06 42 85 05 52 06 42 85 05 52 pour des éventuelles questions. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu puisse pouvoir nous aider à travers de la santé, parce que la santé est la plus grande richesse que notre Seigneur nous a donnée. Prenons soin de cette santé, car nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur, notre corps est au Seigneur. Donc je nous encourage, chers amis, à aller de l'avant et à suivre les lois de la santé qui seront pour nous une source de bénédiction. Amen.